Bonjour à tous et bienvenue au Life Invader. Je vous présente mon tout nouveau podcast, le tout nouveau podcast Sans filtre. Ici, on va parler vrai, on va parler fort, on va parler cash et sans langue de bois. Aujourd'hui, je reçois pour mon tout nouveau premier podcast le professeur Ravencroft, que je vais laisser se présenter. Bonjour Eh professeur. bien, bonjour, bonsoir plutôt. Ravi d'avoir été invité, c'est un honneur. Je suis le professeur Moriarty Ravencroft, j'ai 24 ans, je suis professeur en psychologie, spécialisé en psychologie clinique et psychologie forensique. Alors, qu'est-ce que la psychologie forensique? La psychologie forensique, on l'appelle aussi psychologie légale. C'est la psychologie qui va finalement se spécialiser dans le domaine judiciaire, par exemple. La psychologie forensique, notamment, va traiter du cas des détenus, des gens qui sont en passation pour être incarcérés et tout ce qui environne en fait cet environnement finalement. D'accord. Et concernant la santé mentale d'aujourd'hui, pourquoi on n'en parle que maintenant, en fait, de la psychologie et avant, on n'en parlait pas, par exemple? Alors, il faudrait savoir qu'à San Andreas, la psychologie et ne serait-ce que la santé mentale, au niveau de la prévention primaire, donc la prévention primaire, c'est les premières types de prévention d'intervention, c'est-à-dire les affiches, les flyers, ce genre de choses qui viennent sensibiliser. C'est toutes les premières étapes de sensibilisation. On va dire qu'elles étaient assez moindres, ou en tout cas pas assez récurrentes. À savoir qu'en plus à San Andreas, pour l'instant en tout cas, les seuls aptes à traiter pour les cas de santé mentale au niveau thérapeutique sont les SMC et les personnes accréditées par la thérapie Oui. par le SMC. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de cabinet privé, ce qui fait que du coup le SMC doit pas mal se charger du côté de pôle PSS de la santé mentale publique. Et oui. Et donc ce que ça fait, c'est que les médecins doivent à la fois gérer leur travail de médecin, mais aussi, forcément, ce côté-là PSS. C'est pas forcément une mauvaise chose quand on connaît leur expertise, mais c'est une mauvaise chose quand on connaît leur organisation, malheureusement. Ils n'ont pas forcément le temps de tout traiter, d'autant plus que, et ça c'est à savoir en interne, les patients ne se montrent pas tout le temps. Ils ne se montrent pas forcément au rendez-vous et ils abandonnent le suivi au bout de 1 ou 2 séances. Le souci principal et majeur, c'est que, et ça c'est les remontées du SMC directement, c'est que c'est assez embêtant pour ceux qui prennent leur temps, nos institutions sanitaires, c'est que les patients ne portent pas leur suivi au sérieux. On a souvent des cas où les patients viennent pour traiter, on va pas se mentir, traiter un cas isolé. Et Un oui. cas du diagnostic dynamique, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont être là pour un problème précis et ils veulent le traiter. Au bout d'une séance, plus rien. Plus rien. Et parfois même, on donne rendez-vous et ils ne viennent pas. Après, il en va d'eux-mêmes de poursuivre leur thérapie. Bien sûr, bien sûr. On peut pas les obliger Mais à après, suivre une thérapie. on peut se demander pourquoi. Il y a plein de Et facteurs à pourquoi? ça. On peut se demander pourquoi. On peut se demander, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez confiance au personnel hospitalier? Est-ce qu'ils, tout simplement, ils négligent d'eux-mêmes, de par peut-être un sujet culturel ou éducation, leur santé mentale? Est-ce qu'ils minimisent ou ignorent leurs soucis? Ça, toutes ces choses-là, Est-ce que c'est pas un c'est problème des... financier aussi? Aussi, ça peut l'être, parce que c'est des remontées qui sont souvent retombées. C'est que les séances psychologiques, parfois, mettre, on va dire, 1 000 $ par semaine, pas mal de monde, c'est pas grand-chose. Mais certains, ils voient le côté optionnel de la thérapie. Ils voient le côté où, comparé à un loyer, la thérapie, ça reste optionnel. Vous voyez, ils voient ça comme quelque chose de, disons, Mais dont ils peuvent se oui. lasser. Mais au final, ça reste quand même le meilleur investissement pour nous-mêmes. Bah oui, parce que la santé mentale, c'est exactement la même chose que la santé physique. Ça reste de la santé. Au final, et ça, j'en parlais avec un citoyen il y a pas longtemps, pas plus tard que cet après-midi. Un psychologue, c'est la même chose qu'aller voir un médecin, mais pour ses problèmes et sa tête. Et C'est oui. très résumé, c'est très caricatural, hein, ce que je dis. Mais c'est pareil. C'est comme aller voir le médecin, c'est nécessaire. Et surtout, c'est pas parce qu'on va voir un psychologue qu'on est fou, qu'on est malade, qu'on a quoi que ce soit comme problème. Parfois, on peut juste avoir envie de parler et de se comprendre. Tout à fait, de se confier, de se comprendre et dans le cadre professionnel pour pas que ça transpire ailleurs. Et concernant toutes ces idées reçues sur la psychologie, le stress, le burn-out,
l'anxiété, je vois que c'est un peu des termes à la mode. Est-ce qu'ils ont toujours existé? Qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. Bah, j'ai envie de dire, ça a surtout existé depuis un moment. Je pense que le sujet n'est jamais autant revenu que ces dernières années. La santé mentale, le burn-out, l'anxiété, le stress, tout ça, c'est des mots qui sont devenus très utilisés, mais très souvent mal compris. Par exemple, le stress et le burn-out, ça tombe jamais d'un coup. Faut savoir que ça se tient, ça résiste, ça vient lentement. Chez les personnes qui sont vraiment très investies, qui se tiennent, qui s'adaptent et qui continuent. Jusqu'au moment où, en fait, ça va pas être leur esprit qui va dire non, c'est leur corps eux-mêmes qui va dire non. Le burn-out, c'est ça. C'est un épuisement émotionnel qui conduit à un épuisement physique. Et justement, j'allais vous demander qui tient le plus alors les rênes dans notre fort intérieur, la tête ou le corps? Alors, les deux sont complémentaires, mais on va dire que le côté psychologique amène quand même des effets physiologiques. Faut pas oublier que il existe des effets comme placebo ou nocebo. Ce sont des cures, ou même l'inverse, des anticures, qui fonctionnent seulement à partir de biais psychologiques et qui peuvent guérir, voire même rendre malade certaines personnes. C'est à se montrer la puissance et l'effet complémentaire qu'a la psychologie sur le physique. D'accord. Et l'inverse, c'est tout autant le cas. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui... Ça, c'est dans la psychologie de la santé, le fait de devenir malade. Les syndromes psychologiques associés à la psychologie de la santé de devenir malade vont renforcer ou diminuer la maladie. C'est L'impact, ouais. vérifié par des études. Ok. Donc en fait, le burn-out ne vient pas du jour au lendemain, c'est une accumulation physique et Bah, en psychologique. fait, d'après c'est d'après des études, hein, justement de professionnels de la santé, il y a des signes précurseurs quand même d'épuisement par rapport à ça, qui sont souvent inaperçus. Il y a des troubles du sommeil, une irritabilité, une fatigue même chronique. Et d'ailleurs, il y a, c'était qui disait ça? C'était Cellier, je crois, qui parlait du syndrome général d'adaptation. Ça décrit comment le corps il traverse justement d'abord une phase d'alarme, puis il y a cette résistance, et forcément, quand le corps, à force de résister, n'en peut plus, il y a cette phase d'épuisement qui est terminale. Et c'est là que Souvent, le burn-out intervient. d'accord. Mais souvent, ce burn-out est plutôt mal jugé, considéré comme signe de faiblesse, et pourtant, euh, ceux qui traversent cette période n'en sortent que plus forts, en fait. C'est encore une fois une fausse idée d'être Alors, faible. ils en sortent avec des séquelles. Et pourquoi peut-être on a cette vision peu faible de ces gens? Bah en fait, faut savoir pourquoi déjà. Ce qui surprend souvent, c'est que le burn-out, ça touche pas seulement la performance. On le voit notamment au travail. Le burn-out, ça affecte pas que la performance, ça va derrière s'associer aussi avec la relation avec les autres et même avec soi-même. Ce qui fait que quelqu'un qui est en burn-out va avoir une vision différente des autres et une vision différente de soi-même. Et ça, les autres vont le remarquer. Et c'est là que ce genre de termes peuvent être utilisés. Et concernant le burn-out, et justement, je fais le lien avec les relations conflictuelles, amicales, familiales, etc. Quelle est la meilleure manière de communiquer pour éviter tous ces conflits au final, niveau psychologie? Est-ce qu'il y a un, un tuto à suivre, une manière de communiquer pour un truc magique en fait qui permettrait de bien communiquer? De communiquer avec les autres, vous dites? Toujours en lien avec le Exactement. burn-out ou juste en général? Un peu lié, en lien avec le burn-out, mais de façon aussi générale. Ok. Bah, pour ça, c'est un peu ce que je venais de dire avec les premiers symptômes, on va dire, du burn-out ou les premiers signes. Nous, en tant qu'humains, on parle beaucoup. Mais forcément, entre nous, on se comprend de moins en moins bien finalement. Et dans les relations humaines, surtout par exemple les gens qui sont atteints de burn-out, le silence, il est jamais neutre. Il y a le non-verbal aussi. Ouais. C'est le principe d'ailleurs de Palo Alto, si je me souviens bien, qui disait qu'en gros, tout comportement, et même le silence, l'absence de réponse, ça envoie un message. Et souvent, ce que l'entourage a à faire, c'est adopter cette communication paraverbale et non-verbale aussi, dans le discours. Le paraverbal, c'est tout ce qui va au niveau de l'intensité de la voix, le ton utilisé, les mots parfois utilisés. Le verbal, c'est ce qu'il en est dit, le fond et la forme. Et le non-verbal, c'est les gestes, c'est le silence, c'est tout ce qu'on dit sans dire.
Mais dans ce cas, qui va en fait écouter l'autre, qui doit comprendre l'autre, qui doit faire le pas en fait pour comprendre l'autre? Alors, pour comprendre l'autre, bah forcément, si on est nous-mêmes atteints de burn-out, on ose espérer que ce soit les autres. Parce que souvent, quand on est atteint de ça, on s'en rend même pas compte et souvent, bah, ça empiète sur notre vie. C'est pour ça qu'on va pas forcément chercher la communication. Mais les autres, peut-être dans notre entourage, nos proches, qui peuvent le voir, c'est à eux d'agir, je pense, en premier lieu. Et quand la personne, le patient, sait qu'il est en train d'atteindre un burn-out, souvent c'est très compliqué à diagnostiquer à première vue, mais tous les signes comme une fatigue, comme un épuisement mental, une perte de motivation, une certaine irritabilité peut le montrer. Souvent, en plus de ça, c'est des gens souvent très investis, donc souvent ils vont même pas s'en rendre compte, vous voyez. Et alors à ce D'accord. moment-là, comme je l'ai dit, il faut travailler sur la communication, qu'elle soit verbale, non verbale et paraverbale. Aussi, comment la personne agit finalement. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'on sent qu'il y a justement ces signes avant-coureurs? Donc déjà, l'astuce type, c'est de ne pas se braquer face à une personne qui subit un burn-out, sans qu'elle le sache elle-même ou nous-mêmes. Ne pas se braquer, par exemple, et essayer une autre forme de communication. Voilà, l'empathie, ça reste la meilleure solution pour aider quelqu'un. C'est humain, c'est comme ça, on l'a dans nos gènes même. C'est l'empathie. C'est quelque chose qu'on a depuis qu'on est gosse, dans la psychologie du développement, on en parle. L'empathie, c'est le premier moyen. Faut pas se braquer, comme vous le dites, parce que derrière, la personne peut voir son cas empirer, voire même son irritabilité peut devenir banale, vu que les autres réagissent tous de la même manière. Ils n'y voient aucun problème, juste ils voient que la personne est un problème. Et ça, c'est un cas d'ailleurs. C'est un autre symptôme du burn-out, c'est la dépersonnalisation de la personne. La personne devient presque inhumaine au bout d'un moment. Et D'accord? souvent, on Et associe cette inhumanité avec la personne et pas peut-être un potentiel burn-out. oui, c'est pas Ou un son jour, trouble. etc. Mais que pensez-vous des gens qui disent, bah, moi, j'ai pas l'âme d'un psychologue, d'une assistante sociale, d'un médecin? Euh, c'est dans la manière de communiquer que c'est difficile d'appréhender les gens, Et dans de ce les... cas-là, oui, ce serait de les amener vers un thérapeute alors. D'accord. Et concernant justement ce système de communication, je me demandais, les réseaux sociaux dans tout ça, ils prennent quelle place? Ouf, alors, les réseaux sociaux, on va dire qu'ils amplifient finalement ce truc-là, ce phénomène. Euh, Comment dire ça? Ils amplifient plutôt le phénomène de dépersonnalisation, de burn-out, etc. Pourquoi? On pourrait croire que les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de communication, mais pas tant que ça. Il y a des études récentes qui ont été faites, je crois, sur des jeunes adultes ou des étudiants. Et en fait, il y a l'exposition constante aux avis des autres sur les réseaux sociaux. Ça peut augmenter le stress, ça peut augmenter les sentiments aussi d'inadéquation aux autres. Il y a même l'expérience de H, beaucoup la connaissent sûrement, en fait, qui a un côté normatif à tout ça. Ça montre que des personnes peuvent se tromper volontairement sur quelque chose d'évident, simplement parce que les gens autour affirment le contraire. Et ça, sur les réseaux sociaux, c'est du conformisme social et c'est permanent. Ce qui fait du coup que les gens qui vont dire que le burn-out c'est pas bien, que on ne repère que quelqu'un qui fait du burn-out c'est quelqu'un de faible, ça va partir en contagion. Vous voyez? D'accord. Finalement, le problème des réseaux sociaux, c'est pas autant une communication, une source de connaissances, qu'aussi un handicap et une source aussi d'amplification du symptôme. Très bien. Et concernant ces relations, ces émotions, ces relations qu'on a les uns les autres avec nos amis sur les réseaux sociaux, mais tout aussi dans la vie réelle avec notre amoureux, notre compagne, notre compagnon, notre famille. Tous ces nouveaux mots qui sont sortis là, l'attachement, la dépendance affective, Ok, oui. tous ces schémas amoureux là, est-ce que vous pourriez nous les expliquer? Oui, bien sûr. Bon, alors l'attachement, la dépendance amoureuse. Pourquoi c'est arrivé d'un coup, Euh, la c'est toxicité, on entend arrivé. même parfois. Oui, alors, pour prendre tout ça, disons que beaucoup de gens, en fait, beaucoup de souffrances liées à l'amour, viennent pas de l'amour en lui-même, mais viennent de la peur de perdre. Il y a certaines personnes qui vivent l'amour comme, on va dire, un soutien, un appui rassurant. Une D'autres comme bonne une menace béquille. constante. Voilà, exactement. D'autres, ils le vivent comme une menace constante. Tout ça, on peut le lier à la psychologie comment?
Dans la psychologie du développement, on voit la théorie de l'attachement de Bowlby. Le style d'attachement que là on développe dans l'enfance influence finalement la manière dont on va aimer quelqu'un à l'âge adulte. La dépendance affective dont vous parlez, elle correspond souvent à un attachement anxieux. On a peur de perdre l'autre. Où en fait, finalement, chaque distance, c'est une source d'angoisse. Ça, c'est un type de réaction qui s'observe du coup chez les personnes qui ont un attachement de type C, donc un attachement anxieux. Elles craignent pas la relation en elle-même. C'est pas l'amour qui effraie ces personnes, c'est l'insécurité émotionnelle derrière que l'amour peut réveiller qui les effraie vraiment, en fait. Donc du coup, pour trouver son compagnon, sa compagne parfaite, il faudrait d'abord aller voir dans l'enfance ou... Pas forcément. Disons que certains symptômes de troubles peuvent être expliqués par l'enfance. Il ne faut pas non plus prendre en compte l'enfance comme précurseur d'absolument tout. Toutefois, quelqu'un a un certain type de développement, a certaines expériences, certaines prédispositions, et tout ça, faut les mettre ensemble. La personne parfaite, ça n'existe pas. On la trouve parce que avec le temps. À savoir que voilà, ces personnes-là vont toujours avoir du mal jusqu'à qu'on traite ce problème. Souvent, ça peut être un thérapeute, mais ça peut être aussi les proches, ou même une relation qui vient s'appuyer sur ça. Une relation dans laquelle la personne en face va venir comprendre ce phénomène-là, comprendre cet attachement insécure et anxieux, peut en parler avec sa moitié et lui faire comprendre certaines choses, la rassurer par exemple. C'est pas. Parce que ces personnes-là, finalement, c'est un peu comme l'image de l'océan. Ils n'ont pas peur de l'océan eux-mêmes, ils ont peur de ne pas savoir nager. Et en fait, du coup, ces personnes-là, soit ont peur de se mettre en relation avec certaines personnes, soit vont adopter justement ce comportement très anxieux quand ils vont y être, parce qu'ils ont peur de se noyer, de perdre le pied. D'accord. Et ça me fait penser au comportement, on va dire, dans le cadre amoureux, des fuites ou des personnes fuyantes, qui fuient l'amour, qui fuient tout ça. C'est aussi une question d'insécurité? Pas forcément, ça peut être plein de facteurs aussi. Souvent, on voit que c'est lié à une expérience, ou alors à des connaissances déjà acquises. Par exemple, quelqu'un qui a vécu récemment ou il y a longtemps une rupture très difficile, elle va avoir de moins en moins de confiance en elle, il va y avoir peut-être une dépersonnalisation qui fait que derrière, elle va avoir pas confiance en ce qu'on appelle l'amour. Vous voyez? Oui. D'autres gens sont attachés à ce concept. Tout simplement, ils se rassurent, ils vivent seuls et ça leur va très bien. Ils n'ont pas besoin de ce côté attachant. C'est des gens généralement qui sont très autonomes, très indépendants et qui généralement se contentent des relations amicales ou proches. Oui, c'est ça. Mais alors, du coup, ces personnes-là, pour trouver la personne de leur vie, leur moitié, ils doivent suivre une thérapie ou... Mais justement, qui dit qu'ils ont besoin? Est-ce que c'est Bah, une difficulté? certaines, Est-ce que c'est je un suppose. trouble ou une difficulté, voire même une maladie mentale, de ne tout simplement pas vouloir de relation? Non, pas du tout. Mais si elle est due à une mauvaise expérience, en fait, la personne peut avoir envie, mais n'a pas les facultés de s'approcher d'autres personnes par peur. Bien Par sûr. peur de À ce que moment-là, ça la marche pas. thérapie, elle est pas, à ce moment-là, la thérapie, elle est pas forcément rédhibitoire, voire même quelque chose d'obligatoire. La thérapie peut aider pour des causes sous-jacentes. Comme je l'ai dit, il y a le développement de la personne derrière. Il y a aussi des problèmes peut-être d'attachement qui sont liés à ça. Et côté, on peut même aller voir du côté de la psychotraumatologie. Peut-être que la personne a vécu ça comme un trauma, finalement. Et si, à ce moment-là, on passe sur un état de non-confiance de l'autre suite à ce genre d'expérience, oui, on peut le travailler, que ce soit avec des experts, voire même avec nos proches. Évidemment, avec un expert peut être plus tatillon, mais souvent, ça marche aussi de parler à ses proches. D'accord. Faut pas oublier que chaque problème n'a pas sa solution chez le thérapeute, chez l'expert. Parfois, l'environnement, et on l'a vu, l'environnement, c'est ce qui définit quelqu'un aussi. Mais justement, pour définir quelqu'un, on se définit quand, à quel âge, à quel moment, et est-ce qu'on peut changer en cours de route sa personnalité, l'adapter? Bien sûr. Si on parle, on va dire, plus lié à l'enfance, ok. Si on parle dès l'enfance, l'enfant, il construit sa vie. Au tout début, il y a ce qu'on appelle un peu un égocentrisme, mais pas forcément contrôlé. En clair, la personne va voir ce qui est mieux pour elle, enfin la personne, surtout le bébé, voire même l'enfant, va voir ce qui est mieux pour elle.
petit à petit, jusqu'à l'âge de 11-12 ans, il va y avoir une certaine empathie plus généralisée qui va commencer à se créer. Et donc là, on va passer d'un égocentrisme à quelque chose de plus général. Et à partir de cette phase-là, et surtout on l'a vu, à partir de l'adolescence, il y a quoi qui arrive? Il y a la puberté. Et dans la puberté, il y a plein de développements qui se passent, que ce soit au niveau du corps, au niveau de l'esprit. D'accord, oui. Au niveau de l'esprit, développemental parlant, il y a la quête de l'identification de soi, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on aime, etc. Il y a toutes ces questions qui trottent dans la tête d'un adolescent. D'un autre côté, il y a aussi qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je vis actuellement, qui vont venir influencer finalement ces choix, ces questions. Et toute l'adolescence, c'est cette quête d'identification de soi finalement. Donc D'accord. quand est-ce qu'on apprend à savoir qui on est? On commence généralement vers l'âge de l'adolescence, mais parfois on peut terminer que Toute très sa vie. tard. Voilà, on D'accord. peut terminer voire jusqu'à toute sa vie. Donc il faut soi-même faire le chemin d'apprendre à se connaître soi-même. Bien sûr. Le but derrière aussi, si on veut s'aider, c'est de demander l'avis des autres sans le biais. Il faut bien prendre en compte le côté critique. Souvent, les experts, les thérapeutes, on leur demande souvent ces questions-là. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je vais être? Qu'est-ce que j'aime faire? Et tout ça, en fait, finalement, le thérapeute peut que les accompagner. Il peut pas les guider. Il peut pas les aider. Il peut pas leur donner la réponse. Mais il peut les accompagner, comme une main qui tend pour Oui. leur montrer, avec des indices et des connaissances, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut se diriger. Ok, d'accord. J'avais une autre question. On a demandé autour de moi, enfin, on m'a demandé comment s'affirmer aujourd'hui dans un monde lié aux réseaux sociaux, etc., à la fausse identité. Comment s'affirmer, poser ses limites sans trop culpabiliser. Alors, poser ses limites dans quel sens? Poser ses limites de son identité, de sa personne. Ok, alors, pour ça, on va revenir un peu sur l'égocentrisme. Finalement, dire que ce que je veux, c'est ce que je veux faire et ce que je veux être, on peut partir d'un postulat que ça peut être égocentrique, selon l'idée. Maintenant, je trouve, et surtout, ça c'est à la fin de l'adolescence et souvent chez les jeunes adultes, ce qui est important, c'est de comprendre que dire non et poser ses limites, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles à faire, surtout dans notre société, surtout à cause des réseaux sociaux aujourd'hui. Mais c'est la chose, je pense, la plus nécessaire pour chaque personne. Parce que sinon, on devient un masque de ce qu'on est vraiment. À Exact. défaut de montrer ce que nous on est, on montre ce qu'on veut que les autres pensent de nous. C'est bête, mais aussi on vit et on se fait éduquer dans une société, surtout dans ce genre de grandes villes, de grandes régions assez superficielles, où l'apparence, la forme, le succès, oui, certains politiques pourraient même affirmer que c'est du capitalisme pur et dur. Finalement, c'est un peu ça. La superficialité, l'image de soi, elle est beaucoup plus prononcée dans ce genre de situation, de ce genre de contexte, d'environnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à s'affirmer soi-même par peur des jugements des autres. Exactement. Mais du coup, sans culpabiliser, il y a des techniques qu'on pourrait voir, je sais pas, dans votre cabinet, par exemple, pour s'aider à s'affirmer soi-même. Alors, déjà, il faut se comprendre. Parce que ça, on va revenir avec la question précédente, s'affirmer soi-même, c'est comprendre qui on est d'abord. Il ne faut pas griller les étapes. C'est important déjà. Depuis tout à l'heure, on parle des thérapies. Forcément, le boulot du thérapeute vient pour accompagner, mais derrière, la personne doit faire son propre chemin elle-même. Elle peut être aidée, mais il faut aussi qu'elle comprenne les choses. Moi, ce que je pourrais dire à quelqu'un qui vient me demander, par exemple, qu'elle a besoin de s'affirmer, qu'elle a du mal parce qu'il y a ses influences de ses proches, des gens autour, je peux lui expliquer tout simplement qu'il y a beaucoup de personnes qui s'épuisent parce qu'elles n'osent pas poser de limites. Il y a même un concept en social, en psychologie sociale qui s'appelle l'assertivité. Ça, en fait, ça consiste à dire non, consiste à poser ses limites, consiste à poser ses barrières et même dégrader volontairement son image sans agresser la personne ni même se soumettre. Et oui, Se soumettre à des normes sociales. ça fait Et penser au proverbe, excusez-moi, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, en fait. Il faut. oui, oui, entre autres. C'est Mm. avec l'âge on comprend ce genre de choses, en effet. C'est la sagesse qui est incluse finalement, qui est apprise. Mais par rapport justement à ce côté un peu soumission aux autres, soumission à l'autorité, soumission aux proches, et surtout
finalement normative finalement de la chose, une adaptation à la norme. Il y avait, alors après H, il y avait Milgram. Milgram, c'est une expérience sociale qui est extrêmement connue, hein. C'est une étude qui est extrêmement connue, où en fait, c'est des personnes ordinaires qui peuvent accepter finalement des situations injustes ou toxiques parce qu'elles suivent une figure perçue comme légitime. À la cour de récré, par exemple, les harcèlements, on voit que souvent c'est des groupes. Pourquoi? C'est Énormément, quoi oui. l'effet de groupe? Bah, l'effet de groupe, ça vient de ça. Ça vient finalement de cette assertivité. Pourquoi? Parce que les enfants qui voient en un autre une sorte de figure légitime, une forme un peu de leader de la cour de récré, qu'est-ce qui va se passer? Eh bah, ils vont le suivre, même quand il fait des choses odieuses à un autre élève. Pourquoi? Parce qu'on a envie de s'intégrer. L'humain, c'est quelqu'un qui a envie de s'intégrer. Dans la psychologie, c'est l'un des premiers fondements. L'humain, pour sa survie, s'est toujours intégré au groupe. Ça, c'est un débat avec l'éthologie, c'est un débat avec les comportements, même chez les animaux qu'on peut trouver. Pourquoi Oui, les animaux, ils sont en groupe? Pourquoi ils sont en meute? Pourquoi ils sont en groupe? pour Pourquoi ils sont survivre. en famille? Pour la survie. Et l'humain, il a hérité de ce comportement. Il a hérité de tout ça, de l'éthologie. Il a hérité de ce comportement de survie qui est de se mêler au groupe. Et donc, d'où vient la norme? Eh bien, ça vient notamment de ce caractère-là. D'accord, ok. Voilà Ah, bah, pourquoi il d'accord. faut pas avoir peur de contrer cet instinct qu'on a en nous d'aller se normativer, pardon, finalement, de se Normalisé. conformer de se normaliser, de se conformer à la norme, parce qu'on a envie d'être comme les autres, parce qu'on a envie de s'intégrer. S'intégrer, on peut le faire même en étant nous-mêmes. Et ça, les gens doivent le comprendre. Donc le but de tout ça, c'est d'abord connais-toi toi-même, hein, comme disait, je sais Première plus qui étape, le c'est se disait. connaître soi-même, s'identifier Oui. qui on est. Souvent, c'est l'étape la plus dure. Puis ensuite, quand on sait, c'est s'affirmer. S'affirmer, c'est plus dur. D'abord, ça se passe en interne, et ensuite, il y a l'expression de ça. D'accord. Mais tout est possible. Petite question un peu comme ça, personnelle. Au sein de votre cabinet, quelle a été la thérapie la plus surprenante que vous ayez eu à faire? Qu'est-ce qu'on vous a dit de Alors, spécial? en soi, j'ai rarement eu l'occasion de faire des thérapies parce que voilà, mon cabinet n'a jamais vraiment ouvert. Je suis plus dans l'enseignement et la recherche. Mais j'ai eu des cas de consultation gratuites, voilà, en tant que consultant tout simplement, D'accord? en tant que pour mon expertise. Moi, le patient type, le patient, on va dire le plus unique, disons que j'en ai pas eu. En fait, c'est plus, moi, j'expliquerais ça plus comme une sorte de situation inédite, comme des D'accord? situations qui peuvent arriver, en fait. Comme quoi? Souvent, il s'agit de personnes qui sont très fonctionnelles, qui s'adaptent très bien, qui ont appris à répondre aux attentes des autres avant d'écouter les leurs. Ça, on l'a vu juste avant, c'est un peu le concept de faux Eh self, oui, c'est une dépersonnalisation. Je sais plus qui l'a illustré, mais le mécanisme, il disait qu'en gros, certaines personnes vivent en jouant un rôle. La thérapie, ça devient un espace finalement pour se reconnecter avec qui on est vraiment. Et le pire cas que j'ai eu, je crois justement, c'était une dame, elle avait quoi? La dame, elle devait avoir entre 25 et 30 ans, donc plutôt jeune, mais assez avancée dans son développement. Elle paraissait en dehors totalement différente que quand je l'avais en thérapie, quand j'avais dans mes consultations juste comme ça, quand on parlait entre nous. Et en fait, il y a eu un dénouement. Et là, je pense que je peux vous dire que les thérapies les plus marquantes, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, c'est que la personne a réalisé d'un coup. C'est un éclair de génie qui pop comme ça. Une prise de conscience, et parfois, sans rien dire, en fait, qui pop comme ça, elle se rend Quelque compte, chose qu'elle avait en elle et qu'elle n'avait pas réalisé. qui était caché, en fait. C'est les thérapies les plus marquantes, c'est pas du tout celle où on parle le plus, où on parle beaucoup. Parfois, c'est juste une simple prise de conscience ou un silence qui suffit à faire basculer totalement la perception de la personne. Et souvent, nous, en tant que thérapeute, on est là et on voit ça et on le remarque. C'est un éclair. C'est un éclair de génie, c'est une illumination pour la personne. Et quand on voit dans les yeux de la personne, c'est là aussi qu'en tant que thérapeute, on se dit qu'on a peut-être réussi notre boulot. Très bien. Eh oui. Et vous, alors, vous vous psychanalysez un petit peu? Alors, waouh, Beaucoup? non. Enfin, pas beaucoup parce que c'est pas conseillé en fait. En fait, non, 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 ouais, non, absolument pas parce que un psychanalyste, un psychologue, c'est comme un pilote de F1, il n'est pas immunisé par ses angles morts. Même les thérapeutes, ils doivent faire attention à leurs propres émotions, à leurs propres biais qui peuvent les influencer. C'est comme un médecin qui essaie de s'auto-diagnostiquer, ça va pas du tout. C'est pour ça qu'il faut Donc, toujours un avis externe. d'accord. Et donc, il vous est déjà arrivé d'aller consulter?
Ça m'est déjà Et qu'est-ce arrivé, qu'on oui. vous dit en cabinet quand vous dites que vous êtes professeur en psychologie? Généralement, je le dis pas. Justement, ça peut créer un biais. Donc La vous n'êtes pas personne, vous-même dans la... justement, bien sûr, seulement j'en parle si c'est nécessaire. Parce que pourquoi? Vous dites à un psychologue que vous êtes psychologue. Bon, à ce moment-là, certains mécanismes non verbaux vont moins bien marcher. En clinique, il y a un truc qu'on appelle le transfert et le contre-transfert. Je peux vous les expliquer rapidement. Le transfert, c'est toutes les réactions qui vont venir nous dire quelque chose sur le patient. C'est les réactions du patient qui vont nous dire quelque chose sur lui, sur, sur ses gestes, sur comment il est, selon certaines situations. C'est ce qui nous, en fait, nous renseigne sans le dire. Mais vous... Le Attendez, contre... excusez-moi, je vous coupe. Vous Oui. êtes immunisé contre le transfert quand vous, Alors quand vous justement, consultez? justement, en tant que psychologue, je sais bien qu'il y aura ces aspects de contre-transfert et de transfert. Et c'est pour ça que, entre psychologues, j'essaie d'être le plus authentique. Ça, c'est tout le démêlement de finalement l'alliance thérapeutique. C'est cette alliance qu'on a entre thérapeute et patient. Même en tant que patient, on doit montrer une certaine alliance avec le thérapeute en face pour qu'on puisse se comprendre et surtout que le thérapeute puisse voir ce qu'il y a plus profondément, vous voyez. À ce moment-là, et même en tant que psychologue, même si consciemment je sais que la personne en face, elle sait comme moi les choses, et bah il y a des choses qui me trahissent en fait. Il y a des choses qui peuvent trahir, même si je sais tout. Inconsciemment, on a des gestes, inconsciemment, on a un ton, une intensité, inconsciemment, on dit des choses. Vous voyez, on ne peut pas tout contrôler, c'est impossible. Et ça, le psychologue doit le voir. Que ce soit pour un patient normal ou un patient qui est déjà connu, qui connaît déjà D'accord, oui. l'expertise. D'accord, donc, mais Donc, vous, en tant que psychologue, vous êtes toujours dans la construction de votre santé psychologique aussi. Il peut vous arriver de consulter. alors, comme tout patient qui néglige sa santé, je peux la négliger de temps en temps parce que je Les m'en rends pas compte. cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Ah oui, 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 bah, je veux bien l'avouer, oui. Mais ça m'arrive quand même de me rendre compte, en fait. Il faut aussi dire un truc, ce serait hypocrite de dire d'aller en thérapie sans aller moi-même, en fait. J'y vais parce Tout que à si fait. c'est aussi quelque chose qui est obligatoire. Ça, je ne l'ai pas dit. Un psychologue, il est obligé d'aller voir un autre psychologue pour voir si tout va bien aussi. Parce que sinon, Ah, il peut d'accord. pas exercer, tout simplement. D'accord. Ça fait partie Mais des prérogatives pour il exercer. m'arrive, bah oui, forcément. Il doit y consulter de temps en temps. Mais ça m'arrive aussi d'y aller, ça pouvait m'arriver en tout cas d'y aller de temps en temps. Ça n'empêche que voilà, quand on est psychologue, on se rend compte en fait de l'importance aussi que ça a d'aller consulter. Après, il y a l'histoire de transfert et contre-transfert. Donc le transfert, c'est ce que le patient nous donne comme information par ses réactions, et l'inverse est possible. Le psychologue émet des réactions pour voir comment le patient va l'interpréter, et derrière pour en apprendre plus sur le patient. Et une C'est petite plein de question choses comme comme ça. ça, pratique. Est-ce que vous conseilleriez à une femme d'aller consulter une femme ou un homme psychologue? Et Alors vice-versa là, pour un homme? moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de différence. Mais il y en D'accord. a du côté inconscient. Forcément. Et ça, on le voit dans plein d'études. Souvent, vous savez, dans des études expérimentales, l'expérimentateur, parfois, pour un biais tout simplement de genre, peut être une femme face à une femme. Ou alors, si on veut justement travailler ce biais-là, on fait un homme face à une femme, ou vice-versa. Pourquoi? Parce que inconsciemment, il y a plein d'effets culturels et plein d'effets éducatifs. Une femme, par exemple, on va pas se mentir, elle a une prévalence de se sentir plus en sécurité avec une autre femme en face. C'est quelque chose d'assez courant. Je dis Oui, pas c'est que c'est assez commun, normal, oui. je dis pas que c'est normal, parce que souvent ça vient parce qu'il y a des cas justement de violence ou plein d'autres types. Je dis pas que c'est normal, au contraire, mais je dis que ça existe. Mais oui, on C'est des biais qui s'identifie existent. plus à une femme en tant que femme. Et il y a l'identification justement derrière. Il y a les biais, il y a l'identification. Le biais de genre, il peut être expliqué par plein de choses, dont ces deux principaux. Mais aussi, et ça c'est quelque chose qui moi me fait de la peine, hein, c'est que c'est vrai que, attention, je dis pas que c'est pareil partout. On a remarqué que souvent les femmes ont en fait l'air, c'est bien l'air, plus sécurisant, que ce soit au niveau des hommes et des femmes. Ça, c'est des études qui ont été menées. D'accord. On a plus facilement tendance à parler avec une femme qu'un homme. Si on n'a pas Pourquoi? Parce qu'on d'antécédents transfère plus traumataux. ça à une maman ou... Et j'allais y venir justement, c'est exactement ça au niveau développemental. L'enfant, il est plus attaché à sa mère. Oui, qu'à Malheureusement, son parce père. que, voilà, sauf cas d'expérience traumato ou quoi.
c'est horrible à dire, mais l'enfant, depuis qu'il est petit, Et plus il y en a, sécurité. voilà, il y a un attachement plus sécurisant. D'où le complexe d'Oedipe, hein, finalement. C'est plein Eh de oui. complexes que... Il y a Jocaste, il y a Electre, il y a Oedipe. Mais Oedipe, c'est le cas le plus flagrant entre le garçon et la mère. La mère, c'est cette figure maternelle, c'est cette figure de Qui rassurance, enveloppe. et la femme en fait partie. Ok, ok, bah super, bah d'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous demander encore? Est-ce que vous auriez un petit message à faire passer à nos auditeurs, mention spéciale, pour terminer tout ça? Sauf Bien si vous sûr. avez encore des choses. Bah, on pourrait parler de quoi? Bah, si je peux, par exemple, revenir un peu sur l'effet du stress et du burn-out, par exemple. Parce que ça, c'est vrai Oui, que c'est un sujet qui est quand même assez important. Vous m'aviez demandé le stress burn-out, mais je me souviens que vous m'avez parlé aussi de l'anxiété. oui, L'anxiété, c'est, je pense, avec le stress, les plus dévastateurs parce qu'ils sont les plus prévalents, c'est-à-dire qu'ils sont les plus répandus. L'anxiété, c'est pareil, ça s'installe discrètement, comme le stress et le burn-out. Mais ça s'installe vraiment discrètement. Il y a... comment il s'appelait déjà? Seligman, je crois. Seligman, qui oui. évoquait le concept d'impuissance apprise. Certaines personnes, en fait, elles arrêtent d'agir. Elles arrêtent d'agir. Elles cessent d'agir. Pourquoi? Parce que même quand il y a une solution, qu'on a un chemin tracé pour eux, pour les aider, elles n'ont plus la force, elles sont épuisées. Parce que surtout, elles ont appris que peu importe ce qu'elles pourraient faire, peu importe les solutions, tout est inefficace. Ça, c'est l'impuissance apprise. Elles ont appris qu'elles étaient impuissantes. Est-ce que Ça, ça, c'est pas une fausse idée? Parce que on peut c'est une avoir fausse idée. un burn-out, c'est une fausse idée, on est d'accord? C'est clairement une fausse idée. Ah, vous m'avez C'est fait peur. Ok, personne n'est impuissant. très bien. C'est un concept que les gens, en fait, que les gens ressentent. Les gens ressentent cette impuissance parce qu'ils ont appris que peu importe ce qu'ils essaient de faire, ça marcherait pas. Mais ce n'est pas le cas. Il y a toujours une solution. C'est ce que je dis. Faut pas se concentrer sur le problème, faut se concentrer sur la solution. Et même quand la solution, on ne la trouve pas, elle existe quelque part. Tout à Il faut fait. s'en donner les moyens. Et je sais que certaines personnes en ont marre. Et c'est justement un épuisement émotionnel qui est normal, qui arrive lorsque l'anxiété ou le stress est trop grand et surtout trop long. Comme D'accord. je vous l'ai dit, il y a d'abord une phase de résistance. On essaye. Puis finalement, on se désintéresse et on devient mais lassé de ça. On arrête de se battre. D'accord, oui. Après, il y a ceux qui arrêtent de se battre parce que justement, ils n'ont pas assez de force en eux, et ceux qui n'ont jamais décidé de s'auto-interpréter pour aller chercher Bien ce sûr. qu'il faut. Bah ça oui, Et Diana. on appelle ça avoir des doigts dans le derrière, quoi. Après pourquoi? En fait, moi, je vous dis, il faut toujours se poser deux questions. Pourquoi? Et ensuite, une fois qu'on comprend le problème, comment? C'est tout base de diagnostic. Mais ces personnes-là Pourquoi? sont-elles disposées à de se demander pourquoi? Mais pourquoi justement? Non mais plutôt pourquoi elles sont pas disposées? Pourquoi elles ne vont pas essayer? Parce que ça, c'est des effets culturels et des effets d'éducation. Beaucoup de choses sont D'accord. à la base du développement et l'environnement dans lequel on vit depuis qu'on est petit. Ok. Quelqu'un qui a toujours appris, par exemple, c'est plus prévalent chez les hommes, ça. Les hommes, généralement, on remarque, ça c'est des vraies études en psychologie de la santé, hein, ils ont de moins en moins envie, et surtout, ils n'ont pas l'envie d'aller voir un médecin, voire même un thérapeute ou un expert pour leur santé mentale. Surtout moins un expert en santé mentale. Allez Oui, c'est savoir encore. Oui. pourquoi. Mais les études ont montré justement que les hommes, bah, ça peut être plein de facteurs. Une fierté, une éducation qui leur a appris que aller mal mentalement, c'était quelque chose qui n'existait pas, c'était quelque chose qui Oui. les rendait faibles. Et derrière, il y a beaucoup d'égocentrisme, il y a beaucoup L'effet aussi de de groupe cette aussi, fierté, etc. les normes. On apprend aux plus jeunes garçons de se conformer le plus vite aux normes. Ça, on a remarqué d'ailleurs ces dernières années. Les jeunes adolescents et adolescentes, on a remarqué un grand chemin d'écart. On demande aux jeunes adolescents de devenir forts et on demande aux jeunes femmes, aux jeunes filles de devenir autonomes, indépendantes et libres. Et ça, on peut le regénéraliser avec le contexte dans lequel on a vécu ces dernières décennies, avec la place de la femme dans la société. La place de la femme dans la société, elle a été comment? Elle a été introduite de plus en plus à lui accorder les droits, les libertés, ce qui est totalement normal. Et du coup, encore aujourd'hui, au niveau de l'éducation des plus jeunes, on y intègre ces petits paramètres. Mais, du coup, chez les hommes, on leur continue d'inculquer parfois, bah, surtout avec les plus traditionnels, hein, d'être fort, d'être stoïque, d'être là, présent, de savoir finalement
prévenir pour une famille, vous voyez? Et ce qui fait que du Exact. coup, il y a derrière des causes sous-jacentes à cette fierté, à un égoïsme d'eux-mêmes, hein, finalement, par rapport à leur santé mentale et leur santé en général. La Et c'est communication non d'ailleurs pour verbale. ça, voilà, et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'on remarque la suite de l'étude en fait dont je vous parle, c'est qu'on a remarqué qu'en fait, et c'est assez drôle finalement, c'est que les hommes qui sont en situation amoureuse, en situation relationnelle avec une femme, bah, ils ont plus tendance à faire attention à leur santé. C'est absurde, mais ça a été justement relevé dans quelques études que les hommes en mariage, en mariage ou en couple, ont je ne sais pas combien de chances de plus d'aller chez le médecin, d'aller chez le thérapeute et à faire attention à leur propre santé, plutôt que s'ils étaient seuls. Donc là, il y a une différence, je pense, Ah oui, entre ce qui leur flagrante. sont dit quand ils sont petits, dans leur enfance, ce qui leur est appris, soit inculqué, soit au niveau des parents ou de la norme de la société, et finalement ce qu'il en est vraiment, avec souvent les relations mettent en lumière des choses qui sont cachées. Ah oui, mais peu et pourtant, ils le font pas, quoi. Ouais. D'accord. Et généralement, les hommes n'ont pas envie. Après, les femmes aussi n'ont pas envie parce que parfois, en fait, on a remarqué que les femmes avaient pas, en fait, moins envie d'aller chez les thérapeutes ou chez les médecins par peur de l'hôpital, parce qu'il leur arrivait certaines choses. Il y a qu'à voir les violences, que ce soit au niveau de l'obstétrique, pardon. Conjugal? Même pas forcément. À l'hôpital directement, un médecin qui, on va pas se mentir, agresse sexuellement une patiente, ça malheureusement c'est déjà arrivé. Et ce qui fait que ça traumatise pas mal de femmes à aller voir le médecin, un thérapeute, quiconque qui touche à la santé, et même aller à un hôpital. Malheureusement, En ça fait, arrive dans tout corps de voilà, métier, hein. exactement. Mais les femmes, malheureusement, sont beaucoup plus exposées à ces violences-là, et les hommes sont... On va dire que les hommes, c'est plus un cadre environnemental du développement, au Oui. cours de la vie, de l'enfance, de l'adolescence, jusqu'à l'âge du jeune adulte. Les femmes, on va remarquer que c'est plus au niveau des expériences qu'elles ont vécues, des traumatismes et leurs avis sur ces opinions-là. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à votre avis quand un homme ne va pas voir un thérapeute pendant des années? Il emmagasine et il en arrive à son burn-out. Pas forcément burn-out, mais il y a une explosion. Ça peut être psychotique, ça peut être un burn-out, ça peut être un trouble, une difficulté qui en fait est caché, ou alors ça peut même être ce qu'on appelle un cas d'hystérie. L'hystérie, c'est une réaction physique, donc qu'on voit, qu'on peut exprimer, et surexagérée à une émotion, à une régulation émotionnelle. Et ça montre quoi? Ça montre que les émotions, et ça c'est un message que j'aimerais transmettre aussi aux hommes de tous en Andreas, les émotions, c'est pas nos ennemis, c'est des signaux. Ça montre. Ça montre peut-être une faiblesse, oui. C'est pas une faiblesse, c'est une difficulté. Et il faut juste savoir parvenir à cette difficulté, finalement. Par exemple, la peur, L'hystérie, c'est c'est quelque quoi? chose C'est des d'assez... émotions refoulées? pas- Oui et non, en fait, c'est un seuil. L'hystérie, comme je viens de le dire, de le définir, c'est... On le voit en psychopathologie, c'est le cas où, par exemple, un patient, on va parler patient ici, un patient exprime de manière exagérer une situation émotionnelle. Au lieu d'être juste un peu en colère, il va tout casser, par exemple. Quelqu'un qui va être heureux, il va être en fou rire euphorique, vous voyez. Mmh. Ça, on peut le comparer à de l'euphorie et du psychotique, vous voyez. Oui. On l'exprime de manière exagérée. Ça, souvent, justement, c'est quand on emmagasine trop. Et justement, c'est pas un événement. Dans le cas de certaines émotions, ça dépend lesquelles. La peur, on a peur souvent de manière un peu situationnelle. Ça dépend laquelle. Mais si là d'un coup vous regardez un film d'horreur et que d'un coup il y a un jumpscare, hein, donc une peur soudaine, vous avez peur d'un coup. C'est pas comme le thé qui est plus chronique ou plus longitudinal. Mmh. Dans le cadre d'autres émotions, et c'est là que notamment il y a des violences conjugales, des violences au niveau des familles, c'est la colère. La colère, elle apparaît presque toujours quand il y a un seuil, quand il y a une limite qui a été franchie, qui a été dépassée, quand ça casse. C'était qui? C'était Gross, je crois. C'était Gross, je crois que c'est un Allemand qui parlait de la régulation émotionnelle. Il avait un modèle, en fait, de la régulation émotionnelle, qui disait que si elle était ignorée, elle finit toujours par se manifester autrement. Et c'est là que je parle de signaux, justement. Ça peut être
une irritabilité, une tension corporelle, ça peut être même parfois des troubles gastriques, on s'en rend même pas compte, hein, ou une fatigue en Oui, fait. L'émotion, elle se transmet par le corps aussi. Ça, c'est important. Ça vient à la question tout à l'heure, on parlait de l'importance de l'esprit du corps, l'un des deux. Les deux mm, se valent parce que l'esprit parle plus que ce qu'on pense. Ça, c'est la théorie de Freud avec l'inconscient, le conscient et le le préconscient. subconscient. Mm. Mais voilà, faut savoir en fait interpréter et reconnaître ses émotions, comment on les exprime, et ça, c'est central pour gérer le stress. Parce que Tout à quelqu'un qui fait. ressent du stress, il peut en ressentir. Mais pour le gérer, il doit savoir comment il l'exprime pour le Oui, c'est traiter. ça. On peut aller 50 fois à l'hôpital pour un mal de dos ou des douleurs, des crampes à l'estomac sans, sans être allé voir plus loin, quoi. C'est ça. C'est pour ça toujours qu'on a besoin d'un avis externe, parce que le médecin, on sait pas ce qu'il... Le médecin sait pas ce qu'on a, etc., etc., etc. D'accord, oui. Faut pas omettre les problèmes. Et souvent, même d'ailleurs, et ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent, et en clinique, c'est les médiateurs. En fait, un médiateur, c'est un sujet, quelque chose de l'environnement qui vient moduler un symptôme. Il y a une situation, il y a un médiateur et il y a le symptôme. Comme exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Euh, Quelqu'un, par exemple, se sent mal au boulot. Il a trop de travail. Bon, il peut en être fatigué. Derrière, le médiateur, c'est qu'en fait, ses enfants rapportent des mauvaises notes, ne font que des conneries, tout ça en rentrant à la maison. Et ben, le symptôme derrière peut arriver le burn-out. En Ah fait, oui, c'est des facteur facteurs en plus. additionnel, oui. C'est un médiateur. Parfois, ça peut être l'inverse, un médiateur. Ça peut être même là pour réguler, en fait, finalement. Mm. Ça peut être toujours dans le cadre du travailleur ou de la travailleuse qui est au bord de la charge de travail et au bord. Et finalement, il y a quand même une situation familiale qui est plutôt bonne, ce qui va venir améliorer la situation. Mais tout peut basculer dès qu'il y a un mauvais facteur qui entre en compte. Ouais, voilà. Ça peut être Ok, l'un ou l'autre. C'est pour ça que c'est important l'environnement d'une personne. Les proches, la situation dans laquelle la personne vit, c'est important pour d'accord. derrière trouver, interpréter et aider. Bah, merci pour tous ces bons conseils. Bah écoutez, avec plaisir. Et oui, disons que si j'avais quelque chose à redire Mhm. par rapport à tout ça, c'est que on voit en fait, finalement, tout est invisible. La psychologie, c'est la science du comportement de l'invisible. Ça nous apprend ce qu'on ignore le plus, et surtout, ça nous apprend qu'on ignore plus qu'on le sait sur nous-mêmes. Que nos Oh, c'est beau. comportements, nos désirs, nos limites, elles sont invisibles à nos propres yeux, peut-être pas à ceux des autres. La psychologie, il faut savoir un truc, et c'est pour ça que j'aimerais insister sur les suivis, c'est pas quelque chose qui nous rend confortable, qui nous donne la vie confortable. C'est pas parce qu'on va voir un thérapeute que ça va aller mieux. Faut aussi derrière y travailler. C'est pas un sofa dans notre vie, c'est un traitement, c'est une aide. Mm. Elle la rend consciente avec les connaissances qu'on obtient au fur et à mesure, et finalement, elle explique pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous sommes, sur l'identité qui on est, ce qu'on fuit et aussi ce qu'on va devenir. Et parfois, c'est justement ça qui nous libère et qui nous aide. Mais forcément, et ça c'est un peu le point paradoxal, finalement c'est un peu comme une petite leçon que j'aimerais donner finalement. Le paradoxe du savoir, le paradoxe de toutes ces connaissances, il intervient quand on commence à acquérir justement toutes ces connaissances. Parce que c'est vraiment là qu'on se rend compte de l'immensité de notre ignorance. C'est magnifique ce que vous dites. Merci. Eh ben, merci beaucoup, professeur Evancroft. Merci beaucoup d'avoir participé à mon premier podcast. Merci à vous tous ceux qui avez suivi le podcast jusqu'au bout. Je vous retrouve au plus tôt dans un autre épisode. Et si ça vous a plu, si ça vous a parlé, et si ça vous a fait réagir, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et je serai la plus heureuse si le filtre et si les masques sont tombés et si ça vous a parlé. Très bonne soirée à vous.